C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, ce nouveau rapport d'Amnesty International sur les violences dans l'Est de la République démocratique du Congo. L'ONG parle d'atrocités commises sur les populations civiles par les belligérants dans l'Est du pays. Viols collectifs, exécutions sommaires et enlèvements. La situation est critique. Extrait de l'interview de Seydi Gassama, directeur exécutif d'Amnesty International Sénégal. Il était notre invité tout à l'heure. En Somalie, l'armée a engagé une traque contre le groupe État islamique. Des journalistes ont pu embarquer avec les militaires sur le terrain. Vous verrez que les terroristes sont toujours actifs dans les régions montagneuses. Enfin, les qualifiés pour les quarts de finale du CHAN, grande première cette année. Les trois pays organisateurs sont tous les trois parvenus à passer la phase de groupe. Nous serons au Kenya dans ce journal. La brutalité des parties belligérantes dans l'Est de la RDC ne connaît aucune limite. Ce sont les termes du directeur régional d'Amnesty International en Afrique de l'Est. Des mots pour accompagner un nouveau rapport de l'ONG qui fait état d'atrocités, des violences qui pourraient s'apparenter à des crimes de guerre. Comme nous l'explique Seydi Gassama, directeur exécutif d'Amnesty International Sénégal. Il était notre invité tout à l'heure. Ce rapport fait état de graves violations de droits humains dans l'Est de la RDC depuis la résurgence du conflit il y a quelques mois. Nous avons documenté des crimes extrêmement graves tels que les viols collectifs sur des femmes, des exécutions extrajudiciaires, des enlèvements forcés et des disparitions, des attaques contre des hôpitaux. Et toutes ces attaques sont le fait de la milice du M23 qui est soutenue par le Rwanda, mais aussi par les milices Wazalendo qui sont soutenues et armées par le gouvernement de la République démocratique du Congo. Les soldats, évidemment, des deux armées sont également mis en cause dans ces atrocités et nous lançons un appel au gouvernement de RDC pour qu'il puisse régner sur la milice Wazalendo, faire en sorte que les éléments de cette milice qui sont livrés à ces atrocités soient évidemment arrêtés et traduits en justice et que les autres soient démobilisés et réintégrés à la vie civile. Nous demandons également au Rwanda de s'assurer que ces militaires qui sont à RDC respectent, n'est-ce pas, les règles du droit international humanitaire, mais surtout que la milice du M23, dont il a le contrôle, n'est-ce pas, puisse également respecter le droit international et faire en sorte que les éléments de cette milice qui se livrent à des atrocités soient également traduits en justice. Alors, Seydi Gassama, cela fait 30 ans que l'Est de la RDC est en proie à des violences, des viols, vous l'avez dit, des exécutions sommaires. Est-ce qu'on peut aujourd'hui dire que depuis la résurgence du M23 en 2021, la violence est encore montée d'un cran? Est-ce que la situation est sans précédent? Il est devenu beaucoup plus grave en termes d'atrocités. On a connu, c'est vrai, lors du premier conflit en les RDC, des cas de viol, mais cette fois-ci, les viols collectifs se sont multipliés. Le M23 s'est livré à des enlèvements de masse, à des détentions illégales de milliers de personnes en toute impunité. Et il y a des attaques contre des hôpitaux. Ça, c'est une première. Des personnes qui étaient dans des hôpitaux qui recevaient des soins ont été enlevées, des personnels médicales ont été enlevés, des défenseurs des droits humains ont disparu, enlevés par le M23 et ont disparu. Et tout cela constitue une gravité. En fait, ce qu'on a connu est vraiment une situation beaucoup plus grave que celle qu'on a connue dans le passé. Et il est important que non seulement les deux gouvernements du Rwanda et de la RDC puissent régner sur les forces qu'ils soutiennent, mais aussi leur propre armée, mais aussi que les partis qui font la médiation dans ce conflit, n'est-ce pas, les États-Unis, le Qatar, mais aussi l'Union africaine et même l'Union européenne, n'est-ce pas, fassent des pressions pour que tout accord de paix qui doit être signé contienne des provisions en matière de réduction des comptes pour les violations des droits humains. Alors justement, un mécanisme. Pardon, justement, comment expliquer que même en pleine négociation entre les différentes parties, personne ne parvient à se mettre d'accord sur une trêve, sur un cessez-le-feu? Mais c'est cela qui est surprenant. Il faut que les partis qui, évidemment, sponsorisent ces accords, en l'occurrence les États-Unis, le Qatar et l'Union africaine, fassent pression sur les belligérants pour que, évidemment, les justices puissent s'arrêter et que les droits humains soient pleinement respectés. Il faut donc que ces pays, le Qatar, les États-Unis, mais l'Union africaine également, fassent pression sur le gouvernement de RDC, sur le gouvernement rwandais, pour qu'il règne sur ces milices
n'est-ce pas, et que les droits des personnes soient respectés à l'est de la République démocratique du Congo. Alors, 30 ans après le début de la guerre, les criminels ne sont toujours pas jugés. Pourquoi et comment expliquer cette impunité dans l'est de la RDC ? Oui, cette impunité est garantie par les États, l'État congolais et l'État rwandais. C'est eux qui soutiennent ces milices, c'est eux qui les protègent et c'est eux qui, évidemment, ne traduisent pas les graves violations des droits humains en justice. C'est vrai qu'il y a eu dans le passé des actions de la Cour pénale internationale en RDC, mais depuis la résolution du conflit, aucune limite ne semble être fixée pour les factions en guerre dans la région et à ce jour, aucune personne n'a été arrêtée et traduite en justice. Cette impunité, évidemment, contribue à alimenter ces atrocités dans ce pays. Alors, dernière question, comment les populations traumatisées sont-elles prises en charge ? Quelle est la situation humanitaire dans l'est de la RDC aujourd'hui ? Elle est catastrophique et évidemment, il y a la présence sur place des ONG, des agences onusiennes, mais évidemment, il y a un problème d'accès. Il y a un problème d'insécurité lorsqu'on attaque des hôpitaux. Les hôpitaux ne sont pas épargnés. Et ça, c'est vraiment une nouveauté dans le conflit. Et ça contre les hôpitaux, on enlève des malades, on enlève du personnel médical. Tout cela, évidemment, rend difficile le travail des humanitaires et du personnel de santé qui assistent ces personnes qui sont victimes de viols et qui sont victimes donc d'exactions. Et puis sachez également que l'ONG américaine Human Rights Watch a également publié un rapport ce mercredi accusant le groupe armé M23 soutenu par le Rwanda d'avoir exécuté sommairement plus de 140 civils, majoritairement Hutus, dans l'est de la République démocratique du Congo. On en vient à ces deux attaques au Mali, le camp militaire de Farabougou ainsi que les positions de l'armée à Biriki-Wéré, dans la région de Ségou, dans le centre du pays, ont été ciblés mardi selon un communiqué de l'armée malienne. Aucun bilan n'a filtré, mais selon des responsables locaux, des militaires et des civils auraient été tués. La traque du groupe État islamique en Somalie est semée d'embûches et de dangers. L'armée somalienne a permis à des journalistes d'embarquer avec eux sur le terrain. Leurs images révèlent que le groupe terroriste est toujours actif. Récit d'Emily Boyle. Un jeu mortel du chat et de la souris a conduit ces soldats somaliens au cœur des montagnes de la région du Puntland. Se battant contre un terrain accidenté et des routes piégées, ces troupes sont à la chasse au groupe État islamique. Le plus grand quartier général du groupe État islamique se trouve ici, dans ces montagnes. Je pense que la plupart des gens dans le monde ignorent que nous luttons ici contre le terrorisme international. Le groupe État islamique étend ses opérations dans le nord de la Somalie en se cachant dans les grottes. Les combats sont menés par les forces de la région semi-autonome du Puntland. Des centaines de victimes ont déjà été signalées, leurs patrouilles étant vulnérables aux embuscades et aux bombes dissimulées. Cette fois-ci, l'unité met la main sur un réseau de grottes et de bunkers. À l'intérieur, ils découvrent un arsenal impressionnant, notamment une fabrique de bombes, de drones et des ceintures explosives. Ils trouvent aussi des appareils médicaux sophistiqués, ainsi que des preuves de coopération avec les rebelles Houthis. Je suis convaincu qu'il existe, dans une certaine mesure, une coopération entre les deux. Nous avons trouvé des lettres qui indiquent qu'il y a une correspondance entre le groupe État islamique et les Houthis. L'ONG Crisis Group estime aujourd'hui à plusieurs centaines le nombre de combattants du groupe État islamique, principalement dans la région de Bari, au Puntland. Alors que la menace terroriste grandit dans l'ombre des cavernes, l'armée somalienne est confrontée à une bataille difficile. Ça y est, tous les qualifiés pour les quarts de finale du CHAN sont connus et c'est une grande première cette année. La compétition était organisée par 3 pays et tous les 3 sont parvenus à passer la phase de groupe. À Nairobi, Bastien Renouille suit la compétition pour nous. Jamais le Kenya, la Tanzanie ou l'Ouganda n'étaient parvenus à se qualifier en quart de finale du CHAN. Et cette fois-ci, non seulement ils y sont parvenus, mais tous les 3 ont terminé premiers de leur groupe respectif. Alors, la Tanzanie a survolé cette partie de la compétition, 3 victoires faciles et une égalité. Le Kenya a terminé cette phase avec le même nombre de points, mais a eu plus de difficultés. Durant plusieurs matchs, l'équipe a été acculée en défense, notamment lorsqu'elle a dû évoluer à 10 joueurs suite à des cartons rouges. Et enfin, l'Ouganda a eu beaucoup plus de mal,
finale, notamment une défaite en match d'ouverture contre l'Algérie avant de se reprendre durant les matchs suivants. Le premier quart de finale aura lieu ici, à Nairobi. Le Kenya accueillera Madagascar, qui a terminé deuxième de son groupe. À noter que lorsque les tickets ont été mis en vente sur la plateforme officielle, le site internet est devenu inaccessible, selon la société qui gère cette plateforme, à cause d'une tentative massive de robots pour acheter des tickets. Le deuxième quart de finale aura lieu dans la foulée à Dar es Salaam. La Tanzanie recevra le Maroc. Puis samedi, ce sera au tour de l'Ouganda de recevoir le Sénégal, qui a fini deuxième de sa phase de groupe. Et enfin, samedi soir, l'Algérie se déplacera à Zanzibar pour y affronter le Soudan. Le Soudan qui a lui aussi fini premier de sa phase de groupe. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie. Merci à notre chef d'édition, Célia Caracena. Merci à nos correspondants et merci à vous pour votre fidélité. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.